Ils étaient à peine assez âgés pour lasser leurs chaussures, et pourtant, ils ont commis certains des crimes les plus horribles de l'histoire, et la loi a décidé qu'ils méritaient de mourir. Ce sont les cas les plus choquants d'enfants condamnés à mort, où l'innocence a rencontré la chaise électrique bien trop tôt. Numéro 10. Michael Bargo. Sentence of the court that for the premeditated murder of Seth Jackson, you, Michael Shane Bargo, are sentenced to death. Then after you dispose of Seth's body, after it's dumped in the quarry, you go to Publix, get some beer, and you start drinking. Yeah, it was pretty stressful. La tension était palpable dans la salle d'audience, chacun attendant le verdict du juge. Michael Bargo, assis à la barre de la défense, restait silencieux, le regard fixe. Il n'était qu'un enfant, mais le crime pour lequel il était condamné s'était produit 3 ans auparavant, alors qu'il était bien plus jeune. L'affaire avait suscité une vive émotion dans toute la Floride, tant elle était violente et détaillée. Prosecutors, they say there was bad blood between Seth Jackson and Michael Bargo, basically because they had eyes for the same girl. In fact, that girl is one of 4 people already serving life in prison for the murder of this 15. En 2011, la police du comté de Marion a lancé des recherches pour retrouver Seth Jackson, un adolescent de 15 ans, après que sa famille a signalé sa disparition. Quelques jours plus tard, les enquêteurs ont démantelé un groupe d'adolescents qui avaient comploté son assassinat. Michael Bargo a été identifié comme le cerveau de l'opération. Selon l'accusation, il a organisé le piège, fixé le rendez-vous et donné l'ordre final. Seth a été attiré dans une maison à Summerfield, attaqué, abattu de plusieurs balles, puis son corps a été brûlé dans un foyer extérieur. Ses restes ont ensuite été récupérés et jetés dans une carrière voisine. Back, I'll say it. This is my question. No, it was You not told my- them where the rock quarry was. Well, you want me? Can I say it? Can I You've already answered yes. You told them where it Can I was. answer this question, please? You did. Let's move forward, please, counsel. Okay. Au cours du procès, les preuves étaient claires et directes. Les SMS, les témoignages et la découverte du corps de Seth ne laissaient que peu de place au doute. Certains amis de Bargo ont témoigné contre lui, expliquant comment le plan avait été élaboré et qui avait participé à chaque étape. What did he say when he called you? The deed is done. Le jury a visionné les vidéos, lu les messages et pris connaissance du déroulement chronologique des événements. Bargo est resté impassible pendant la présentation des preuves. Lorsque le verdict est tombé, le jury l'a déclaré coupable de meurtre au premier degré. Le juge a ensuite confirmé la peine de mort, qualifiant le crime de prémédité commis sans remords. À cet instant, la salle d'audience a réagi vivement. Certains proches de Seth ont pleuré. Les journalistes ont remarqué que Bargo restait immobile, impassible. Yes. Brenda Franklin, is this your verdict? Yes. Taylor Pitter, is this your verdict? Yes. Evelyn Brown, is this your verdict? Yes. Michael Bargo est devenu le plus jeune condamné à mort de Floride. Malgré des années de recours, sa sentence est maintenue. Cette affaire demeure l'un des exemples les plus troublants de meurtres prémédités commis par un adolescent dans l'histoire de l'État. On s'interroge encore sur la façon dont une personne si jeune a pu planifier un meurtre avec une telle précision. Numéro 9. Krista Pike. Can I please have my mom before I go? Mr. Bates, please hold Ms. Pike in the dock. Please, let me just have Elle n'avait que 18 ans lorsque les paroles du juge scellèrent son destin. La plus jeune femme condamnée à mort aux États-Unis. Krista Gale Pike était assise dans une salle d'audience du Tennessee en 1996, à peine sortie du lycée, lorsque le jury rendit un verdict qui allait bouleverser le pays. Elle était reconnue coupable de meurtre au premier degré et condamnée à la mort par électrocution. Un silence de mort s'abattit sur la salle d'audience, et pendant un bref instant, même Pike sembla prendre conscience de la gravité de la situation. It is therefore ordered that you shall be put to death by electrocution in the mode prescribed by law, and that you shall be transferred to the custody of the warden. L'affaire a débuté plusieurs mois plus tôt au centre de formation Job Corps de Knoxville, un programme censé offrir une seconde chance aux jeunes. Mais pour Colleen Slammer, 19 ans, ce fut un véritable piège mortel. Pike, avec son petit ami Tadarill Shipp et son ami Shadola Peterson, a attiré Slammer dans un endroit isolé près du campus de l'Université du Tennessee. Ce qui a suivi n'était pas seulement un meurtre, mais une véritable séance de torture de 2 heures. Pike était persuadé que Slammer cherchait à lui voler son petit ami. Rongée par la jalousie et la rage, elle a gravé un pentagramme sur la poitrine de Slammer et a conservé un morceau de son crâne comme trophée. Lorsque la police a découvert les restes, Pike n'a manifesté aucune peur. Au contraire, elle s'en est vantée auprès d'autres personnes. Campus,
And I had every intention of fighting her. Probably when they came through this tunnel, that's when Colleen began to think that she was in trouble. Cette assurance glaçante s'est retournée contre elle au tribunal. Lors du procès, l'accusation l'a dépeinte comme froide, calculatrice et sans remords. Les preuves étaient accablantes, aveux, témoins, et même le fragment d'os que Pike conservait dans sa poche. Sa défense a tenté de plaider l'instabilité mentale, mais le jury n'a pas été convaincu. Arrested, the first one they interviewed. And I thought that if I went in there and told him that I did every single thing that happened up there, that Tadaro and Shadala would just get to walk out of there and they wouldn't worry about them anymore because they had the real killer. Lorsque le juge a prononcé la sentence finale, les journalistes ont décrit le moment comme étrange. Une jeune fille de 18 ans confrontée à la peine capitale avec le calme d'une personne 2 fois plus âgée. Des années plus tard, depuis sa cellule du couloir de la mort pour femmes du Tennessee, Pike fit de nouveau la une des journaux, après avoir été surprise en train de comploter pour tuer une autre détenue. Cela confirma ce que beaucoup pensaient déjà. Elle n'éprouvait aucun remords, seulement de la défiance. Aujourd'hui, Krista Pike reste la plus jeune femme jamais condamnée à mort dans l'histoire moderne des États-Unis. Numéro 8. Austin Myers. If you kill me, it won't fix anything. It won't bring Justin back. It's only gonna hurt more innocent people. En janvier 2014, une petite ville de l'Ohio fut bouleversée par le meurtre de Justin Bach, dit à 8 ans. L'enquête mena rapidement la police à 2 suspects. Austin Myers, 10 à 9 ans, et son ami Timothy Mosley, 10 à 8 ans. Les 2 jeunes hommes furent arrêtés quelques jours plus tard, et ce qui avait commencé comme un simple vol se transforma en l'une des affaires criminelles les plus sordides que l'État ait connues depuis des années. D'après les enquêteurs, Myers et Mosley avaient prévu de voler Justine, un ami de Mosley. Ils pensaient qu'il gardait de l'argent et des objets de valeur chez lui. What did Austin say in response to these questions and statements that Justin Bach is making as he's attempting to kill him? In the lines of, it's all right, it's almost over. Dans la nuit du 28 janvier, les 2 hommes se sont introduits par effraction chez Justin, profitant de l'absence de ses parentes. Lorsque Justin les a surpris, leur plan a basculé du vol au meurtre. Il a été poignardé à plusieurs reprises et laissé pour mort dans sa propre maison. Ils ont ensuite enveloppé son corps dans une couverture et l'ont abandonné près d'un ruisseau, espérant qu'il ne serait pas découvert. La police les a retrouvés en quelques jours grâce à des preuves recueillies au domicile de Justin et à leurs propres SMS. Tous 2 ont avoué, mais leurs déclarations étaient contradictoires, chacun essayant de rejeter la faute sur l'autre. L'accusation a révélé par la suite que Myers avait planifié l'attaque à l'avance, en notant les détails et les étapes de son déroulement. Ces éléments ont transformé l'affaire, initialement un vol qui a mal tourné, en un meurtre prémédité. A garrote or a choke wire is a close-in weapon. It's very personal. You have to surprise your victim from behind, slip it over his head, around his neck, with force. Au début du procès, la salle d'audience était comble, les 2 familles étant présentes. L'accusation a décrit Myers comme le cerveau qui avait poussé Mosley à commettre le meurtre. La défense a plaidé que Myers n'avait jamais tenu le couteau et ne devait pas être condamné à mort. You heard about the plea agreement, contract. Timmy has a reason to save his own skin at this point. Mais le jury en a décidé autrement. Après plusieurs jours de témoignages poignants et de présentation de preuves, Myers a été reconnu coupable de meurtre avec circonstances aggravantes et condamné à mort. En 2014, à seulement 10 à 9 ans, Austin Myers est devenu le plus jeune condamné à mort de l'Ohio. Mosley, qui avait coopéré avec les autorités, a quant à lui été condamné à la prison à vie. Myers a peu réagi à l'annonce du verdict, tandis que ses parents pleuraient en silence. La famille de la victime s'est serré les coudes, enfin confrontée à la fin d'un procès long et douloureux. Austin Myers attend toujours dans le couloir de la mort. Son exécution a été reportée à plusieurs reprises. Mais l'affaire continue d'alimenter le débat sur la jeunesse, la peine et la capacité d'une personne si jeune à saisir pleinement la gravité d'un acte comme ôter une vie. Numéro 7. Pedro Espinosa. He needs the biggest punishment they can get is the death penalty, and from that day on, he can rot in hell. Thank you. Le 2 mars 2008, Los Angeles fut le théâtre d'un crime qui allait susciter l'indignation à travers le pays. Ce soir-là, vers 20h30, Jamiel Shaw II, âgé de 17 ans,
rentrait chez lui après avoir rendu visite à des amis. Il n'était plus qu'à quelques pas de sa porte lorsque Pedro Espinosa, 19 ans, membre connu d'un gang, l'aborda. Espinosa avait été libéré de la prison du comté de Los Angeles moins de 24 heures auparavant. Sans un mot, il sortit un pistolet et tira 2 fois sur Shaw, une fois dans le ventre, puis une fois dans la tête. Le jeune sportif s'effondra sur le trottoir et mourut à quelques mètres de chez lui. Le 3 mars, les enquêteurs commençaient déjà à reconstituer le déroulement des faits. Des témoins ont déclaré à la police avoir vu un homme correspondant à la description d'Espinosa s'enfuir des lieux. Les preuves balistiques et ses liens avec des gangs ont rapidement permis aux enquêteurs de l'identifier. Quelques jours plus tard, Espinosa était arrêté et inculpé de meurtre au premier degré. Ce qui a le plus choqué l'opinion publique, ce n'était pas seulement la brutalité du crime, mais aussi le moment choisi. Espinosa avait été libéré la veille, malgré ses antécédents de violence et son appartenance à un gang. La population exigeait des explications. En avril 2008, les funérailles de Jamiel Shaw ont rassemblé une foule nombreuse, composée de personnes en deuil, de responsables communautaires et de journalistes. Arrested, never been suspended from school, 3-time MVP. He played football for 3 years straight, 3 times MVP, Player of the Year. Ses parents, devant les caméras, ont réclamé justice. Shaw était un joueur de football américain de haut niveau, pressenti pour recevoir des offres de bourse universitaire, tandis qu'Espinosa était un immigré sans papier et un récidiviste. L'affaire a déclenché un débat national sur la violence des gangs, la politique d'immigration et l'incapacité du système judiciaire à protéger les vies innocentes. Des années s'écoulèrent avant que l'affaire ne soit jugée. En novembre 2011, Pedro Espinosa, silencieux et impassible, comparut devant un tribunal de Los Angeles. Le jury visionna les images de vidéosurveillance, écouta les témoignages et entendit la mère de Shaw pleurer en racontant comment elle avait identifié le corps de son fils. La défense plaida qu'Espinosa avait grandi dans la pauvreté et la violence, qu'il était le produit d'un système défaillant. Mais l'accusation insista, il ne s'agissait pas d'un acte impulsif, mais d'un meurtre de sang-froid, perpétré pour gagner le respect d'un gang. En mai 2012, le jury a rendu son verdict, coupable de meurtre au premier degré avec circonstances aggravantes. Un mois plus tard, le juge a prononcé la sentence, la peine de mort. Aujourd'hui, plus de 10 ans après, Pedro Espinosa est toujours dans le couloir de la mort en Californie. Ses appels progressent lentement au sein du système judiciaire. Numéro 6. Dylann Roof. 3 hours to return with a death sentence for Dylann Roof. And according to the Associated Press, he's become the first person sentenced to die under the federal hate crime statute. Will die by a lethal injection after having killed these 9 African-American church members at Emmanuel AME Church on June 17, 2015, here in Charleston. Le 17 juin 2015, Dylann Roof pénétra dans l'église Emmanuel African Methodist Episcopal de Charleston, en Caroline du Sud. Il rejoignit un groupe d'études bibliques, resta assis en silence pendant près d'1 heure, puis ouvrit le feu. Le bilan était lourd. 9 personnes étaient mortes. L'attaque choqua le pays. Il ne s'agissait pas d'une simple fusillade de masse, mais d'un crime haineux perpétré dans un lieu de culte. En décembre 2006, Roof se retrouva sur le devant de la scène, cette fois-ci devant un tribunal fédéral. Il était accusé de 33 chefs d'inculpation, dont crimes haineux et meurtres. À son entrée dans la salle d'audience, son expression demeura impassible. Les familles des victimes, assises à quelques mètres seulement, attendaient de connaître sa peine. Roof ne laissa transparaître aucune émotion, même lorsque les proches de ses victimes lui dirent qu'ils lui pardonnaient. Le procès s'est déroulé rapidement. Roof avait avoué le crime et refusé d'exprimer le moindre remords. Lors du prononcé de la sentence, l'accusation l'a décrit comme calme, réfléchi et animé par une haine raciale. Sa défense a plaidé l'instabilité mentale, mais Roof a congédié ses avocats et a choisi de se représenter lui-même. And you represent Mr. Mr. Roof, is that correct? That is correct, Your Honor. All right, and who else represents Mr. Roof for the record? Your Honor, for the record, Bill McGuire. Teresa Norris, Your Honor. Okay. Il a déclaré au jury qu'il ne regrettait rien et qu'il était toujours convaincu d'avoir agi correctement. Ces déclarations ont scellé son sort. En janvier 2017, le jury a rendu son verdict après seulement quelques heures de délibération, la peine de mort. À 22 ans, Dylann Roof est devenu la plus jeune personne de l'histoire moderne des États-Unis à être condamnée à mort par un tribunal fédéral pour un crime haineux. Aujourd'hui, Roof est détenu dans le couloir de la mort fédérale à Terre Haute, dans l'Indiana. Ses avocats continuent de faire appel, mais sa condamnation est maintenue.
Même le président Joe Biden, qui s'est ouvertement opposé à la peine de mort, a refusé de commuer la peine de Dylann Roof. Cette décision a démontré à quel point le massacre de Charleston était perçu par la nation comme un crime impardonnable, irrémédiable sur le plan politique. Numéro 5. Aiden Fucci. Il n'avait que 14 ans lorsqu'il a tué sa victime. Ce seul fait a suffi à plonger la salle d'audience dans l'incrédulité. Un enfant accusé d'avoir poignardé son camarade de classe plus d'une centaine de fois. L'accusé, Aiden Fucci, est resté silencieux, tandis que les procureurs décrivaient la brutalité de ses actes envers Tristan Bailey, âgée de 13 ans. Tristan Bailey was conscious, that she was aware, and that she was doing everything she could to fend off this attack. She suffered a painful, horrifying death from someone that she trusted. Chaque mot brisait un peu plus le silence. Chaque détail dessinait le portrait d'un garçon qui avait franchi une limite inimaginable. Une fois les preuves réunies, il n'y avait plus aucun doute. Les images de vidéosurveillance, le couteau et ses publications Snapchat inquiétantes révélaient une intention et une fierté manifeste, et non de la confusion ou de la panique. Les enquêteurs ont déclaré que Fucci avait planifié l'attaque et avait même confié à des amis son désir de tuer quelqu'un. La communauté était incapable de comprendre comment un adolescent avait pu devenir capable d'une telle violence. Mr. Fucci, having entered a plea of guilty to the crime of first-degree murder, I adjudicate you guilty of the premeditated first-degree murder of Tristan Bailey. Dans la salle d'audience, les parents de Fucci ont assisté à la rediffusion par l'accusation d'extraits vidéo montrant leur fils riant dans une voiture de patrouille après le meurtre. Il faisait des grimaces à la caméra, se vantait et demandait si ses amis savaient ce qu'il avait fait. Le jury restait silencieux. La famille Bailey, les yeux rivés devant elle, se serraient les uns contre les autres, tandis que les détails étaient de nouveau lus. 114 coups de couteau, dont 49 aux mains et aux bras alors qu'elle tentait de se défendre. Aiden Fucci est devenu l'un des plus jeunes meurtriers de l'histoire américaine à être condamné à la prison à vie. Numéro 4. Dzhokhar Tsarnaev. And we are coming on the air because the jury deciding the fate of Boston Marathon bomber Dzhokhar Tsarnaev has reached a verdict. They have sentenced him to death. Le 15 mai 2015, le tribunal de Boston retenait son souffle, tandis que le jury s'apprêtait à prononcer son verdict. Dzhokhar Tsarnaev, âgé de seulement 21 ans, se tenait impassible aux côtés de ses avocats. Il était l'auteur de l'attentat du marathon de Boston de 2013, qui avait fait 3 morts et plus de 260 blessés. Lorsque les mots « peine de mort » furent prononcés, il ne laissa transparaître aucune réaction. Le juge confirma la décision qui faisait de Tsarnaev le plus jeune condamné à mort fédérale de l'histoire moderne des États-Unis. 2 ans plus tôt, le 15 avril 2013, Tsarnaev et son frère aîné, Tamerlan, avaient placé 2 bombes artisanales près de la ligne d'arrivée du marathon. Les 2 explosions ont semé la terreur dans la foule en quelques secondes, transformant une journée de fête en un véritable cauchemar. Boston a été bouclé. Les hôpitaux se sont remplis de victimes et les rues de la ville se sont vidées, tandis que des milliers de policiers recherchaient les 2 frères. Durant leur fuite, ils ont assassiné un policier, volé une voiture et échangé des coups de feu avec les forces de l'ordre. Tamerlan a été tué lors de la fusillade, tandis que Dzhokhar a réussi à s'échapper et à se cacher dans un bateau, dans un jardin. Il a été arrêté le lendemain, ensanglanté et à peine conscient. Actually, an unarmed 19-year-old curled up and bleeding in the back of a boat. Lors du procès, l'accusation a dépeint Tsarnaev comme un meurtrier prémédité et impitoyable, parfaitement conscient de ses actes. Elle a présenté des photos des conséquences de l'attentat et un message qu'il avait écrit à bord du bateau, où il accusait les États-Unis d'être responsables de la mort de musulmans à l'étranger. Sa défense a reconnu son implication, mais a plaidé que son frère aîné avait exercé des pressions et une influence sur lui. Le jury n'a pas retenu cette thèse. Les preuves, les bombes, les victimes et la préméditation ont largement supplanté toute allégation de contrainte. Fait intéressant, quelques survivants se sont publiquement opposés à la peine de mort, affirmant qu'une nouvelle exécution ne leur apporterait pas la paix. Des années plus tard, l'affaire Dzhokhar Tsarnaev se poursuit en appel, et son nom continue de diviser l'opinion publique dans tout le pays. Il n'avait que 10 à 9 ans lorsqu'il a commis un acte qui a choqué le monde. Numéro 3. Mackenzie Shirilla. The court, having had count 2 tried to pursuant to waiver, finds the defendant Mackenzie Shirilla guilty of murder to wit Davion Flanagan in violation of Ohio Revised Code section. Le 30 et 1 juillet 2022, une paisible banlieue de l'Ohio fut réveillée par le son des sirènes
et un spectacle de désolation qui ne ressemblait en rien à un accident. Une Toyota Camry complètement déformée était encastrée contre un mur de briques à Strongsville. À l'intérieur se trouvaient 3 adolescents. 2 étaient morts. L'une d'entre eux, Mackenzie Sheria, âgée de 19 ans, était vivante. Could you please be careful taking this one off so it doesn't break the bracelet, please? You got it. Handcuffs replaced jewelry as Sherilla was ultimately tried, convicted. Ce matin-là avait commencé comme un simple accident de voiture tragique. Mais des mois plus tard, il allait devenir l'une des affaires de meurtre les plus sordides que l'État ait jamais connues. En août 2023, un silence de mort s'abattit sur la salle d'audience du comté de Medina lorsque Sheria comparut devant la juge pour entendre son sort. Le visage pâle, les mains tremblantes. Son expression demeurait impassible. Les mots de la juge Nancy Margaret Rousseau résonnèrent avec une clarté implacable. La prison à vie pour le meurtre prémédité de son petit ami, Dominique Rousseau, 20 ans, et de son ami Davion Flanagan, 19 ans. 20-year-old Dominic Rousseau and friend 19-year-old Davion Flanagan. Aucune possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. La salle resta muette, hébétée. L'affaire avait même choqué les procureurs les plus aguerris. Les images d'une entreprise voisine montraient la voiture de Sherilla fonçant droit dans le mur de briques à plus de 160 km/h. Aucun signe de freinage, aucune tentative de virage. Les données de la boîte noire l'ont confirmé. Elle avait appuyé à fond sur l'accélérateur jusqu'au dernier moment. Les enquêteurs ont conclu que l'accident n'était pas spontané, mais soigneusement planifié après une violente dispute avec son petit ami. Le procureur a qualifié l'acte de meurtre prémédité commis avec un volant plutôt qu'une arme. Pendant la projection des images au tribunal, les membres de la famille pleuraient. Certains étaient incapables de les regarder. La défense a tenté de plaider la perte de contrôle ou l'évanouissement. Le juge n'y a pas cru, déclarant que ces actes étaient contrôlés, méthodiques et intentionnels. Sherilla a pleuré à l'annonce du verdict, sa mère s'effondrant derrière elle. Numéro 2. Marlon Joseph. Counsel will be appointed by separate order to represent you for that purpose. Marlon Maurice Joseph, may God have mercy on your soul. This court is now in recess. Le 11 janvier 2018. La tension était palpable dans la salle d'audience du comté de Palm Beach, en Floride, lors du prononcé du verdict. Marlon Joseph, âgé de 28 ans, restait impassible, le regard fixe, tandis que le juge annonçait sa sentence, la peine de mort. Autour de lui, des murmures d'effroi parcouraient la salle. Les familles des victimes se tenaient la main, certaines pleurant, d'autres fixant du regard l'homme qui leur avait ôté la vie. Le juge qualifia son crime de cruel, prémédité et inexcusable. À cet instant, Joseph devenait l'un des plus jeunes condamnés à mort du pays pour un double meurtre qui avait stupéfié même les enquêteurs les plus aguerris. When police say her son shot and killed Kalada and her 11-year-old daughter, Kyra. I just want justice for my girlfriend and her daughter. He's my son and I love him, but... Les meurtres ont eu lieu quelques jours après Noël 2017. La police a déclaré que Joseph avait abattu Kalada Crowell, 36 ans, et sa fille Kira, 11 ans, à leur domicile de West Palm Beach. Les détails étaient atroces. Les enquêteurs ont témoigné que Joseph avait d'abord tiré sur Crowell, la mère de sa compagne, puis avait poursuivi la fillette à l'extérieur, alors qu'elle tentait de s'échapper. Il lui a tiré dessus à plusieurs reprises. Des témoins ont déclaré qu'elle implorait grâce. Toutes deux sont mortes sur le coup. Le mobile était aussi absurde que le crime. Joseph était furieux que la femme l'ait confronté au sujet des mauvais traitements qu'il infligeait à sa fille. Après les meurtres, il a fui l'État, déclenchant une chasse à l'homme d'une semaine qui s'est terminée lorsque les US Marshals l'ont retrouvé caché à Lake Worth. This video you'll see only on 5, police escorting Marlon Joseph, the man accused of murdering a West Palm Beach mother and daughter. Lors du procès, les procureurs l'ont décrit comme froid et sans remords. Ils ont affirmé qu'il avait planifié l'attaque, rechargé son arme, et qu'il n'avait laissé aucun doute quant à son intention de tuer. Le jury a délibéré moins de 2 heures avant de le déclarer coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. À l'annonce de la peine de mort, un juré a déclaré plus tard qu'il n'y avait pas d'autre choix. Au tribunal, les proches de Crowell, en larmes, ont qualifié les meurtres d'actes d'une cruauté absolue. Joseph est resté impassible, sans manifester la moindre émotion, tandis que le juge prononçait ces derniers mots. « Pour vos crimes, vous êtes condamné à mort. » À l'extérieur, les journalistes se demandaient si justice avait véritablement été rendue.
Numéro 1. Alec McKinney et Devon Erickson. Le 25 juin 2021, un silence de mort s'abattit sur la salle d'audience du comté de Douglas, dans le Colorado, tandis que le juge s'apprêtait à prononcer la sentence qui allait clore l'une des affaires de fusillade scolaire les plus sombres de l'État. Alec McKinney, alors âgé de seulement 18 ans, était assis aux côtés de son co-accusé, Devon Erickson. Tous deux portaient l'uniforme de prisonnier et restaient impassibles. Lorsque le juge prit la parole, ces mots résonnèrent avec force. Devon Erickson fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, tandis que McKinney, qui n'avait que 16 ans au moment des faits, écopa de la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 40 ans. La tension était palpable dans la salle d'audience. Les familles des victimes fondirent en larmes, certaines secouant la tête en silence. Les faits remontent au 7 mai 2019, lorsque deux adolescents armés de pistolets ont fait irruption dans la STEM School Highlands Ranch et ont ouvert le feu sur leurs camarades. L'attaque a coûté la vie à Kendrick Castillo, 18 ans, décédé en tentant de maîtriser Erickson, et a blessé 8 autres personnes. Ce jour-là, la scène était chaotique. Des élèves se cachaient sous les tables. Des professeurs bloquaient les portes et les coups de feu résonnaient dans les couloirs. Les enquêteurs ont déclaré que les deux tireurs avaient planifié l'attaque pendant des semaines, ciblant des élèves précis, et allant même jusqu'à enregistrer des vidéos où ils expliquaient vouloir entrer dans l'histoire. Lors du procès, l'accusation a décrit en détail comment McKinney et Erickson s'étaient emparés des armes de leurs parents, étaient entrés dans l'école par une porte dérobée et avaient ouvert le feu dans une salle de classe où des dizaines d'élèves étaient pris au piège. McKinney, le plus jeune des deux, a témoigné qu'il souffrait de troubles mentaux et qu'il avait été manipulé par Erickson. Cependant, les preuves ont démontré qu'il avait été profondément impliqué dans la planification de l'attaque. L'accusation a qualifié l'acte « acte froid et prémédité », visant à faire le plus de victimes possible. I believe we share equal responsibility for everything that happened. Why? No one tried to stop anyone. No one forced anyone into this. We were both mutually agreeing. À la fin du prononcé du verdict, les parents de Kendrick Castillo ont fait des déclarations émouvantes, affirmant que le courage de leur fils avait sauvé d'innombrables vies. Le juge a acquiescé, qualifiant Castillo de héros. Les deux tireurs sont restés impassibles, le regard fixe. L'affaire a suscité l'indignation nationale, non seulement en raison de sa violence, mais aussi du jeune âge des responsables.